je dois parler de ce sujet-là clé au niveau de la Commission européenne en français. Et donc mon speech était en anglais, donc je vais faire une traduction simultanée, anglais-français. Bon, d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation. C'est clair que vous avez donc contacté le commissaire européen à la santé, qui m'a donc chargé de le représenter aujourd'hui. C'est une priorité donc cet agenda de la e-médecine, e-health en anglais. Et c'est pour ça que je suis là. Donc je ne me prononcerai pas sur Urgental en particulier, ce n'est pas l'objectif de mon intervention, mais c'est clair que je suis impressionné par votre enthousiasme. Et après votre intervention, je dirais que j'ai toujours un certain nombre de questions sur Urgental. Donc pourquoi est-ce que l'agenda de la télémédecine est important? D'abord parce qu'au niveau européen, c'est clair que le déploiement de solutions de télémédecine va aider les systèmes de santé à se restructurer avec, je dirais, plusieurs objectifs. D'abord, la satisfaction des patients, que ce soit une satisfaction pour les besoins d'urgence, mais aussi, effectivement, pour réorganiser les systèmes de santé en vue de faire des économies. On ne peut pas y échapper. Donc, effectivement, Urgental a une dimension clairement centrée sur l'intérêt des patients et des secours, mais aussi pour bénéficier au système de santé en général. En même temps, c'est clair qu'on parlait un petit peu des difficultés et des challenges que vous soulevez. Ce sont des challenges qui sont communs à toutes les solutions de télémédecine qui sont proposées actuellement. Et c'est un peu le rôle de l'Europe de s'occuper de ces challenges et de voir comment on peut y répondre, soit au niveau national, soit au niveau européen. Donc, quels sont ces challenges? Je dirais, le premier, c'est d'abord le manque d'acceptation des services en ligne, que ce soit par les patients, et je dirais probablement encore plus par les professionnels de santé. Pourquoi? D'abord pour des raisons de sécurité des patients. Donc, c'est vrai que vous dites que le système est 100% sécurisé. Je crois que personne à Bruxelles pourra dire un système est 100% sécurisé. Toutes les semaines, vous avez des scandales de données non fuitées. Que ce soit dans le domaine de la médecine, mais aussi dans le domaine bancaire, les récents scandales avec Apple, avec Sony, etc. Donc, il faut rassurer les patients, dire effectivement tous les systèmes de e-santé doivent être sécurisés, mais le risque zéro n'existe pas. Et ça, c'est le vrai challenge d'acceptation par les patients et les professionnels de santé. La deuxième résistance, c'est la résistance au changement. C'est vrai que pour les patients et pour les professionnels de santé, accepter maintenant d'utiliser des outils techniques en complément ou au détriment de la relation directe professionnelle de santé-patient, c'est un vrai challenge. La troisième barrière, je dirais, c'est le manque d'évidence, le manque de données sur la valeur ajoutée apportée par ces services. Il y a de plus en plus de littérature, il y a de plus en plus de recherches pour mesurer l'efficacité des données de télémonitoring, téléassistance, etc. Mais, quand vous demandez à des chercheurs ou à des professionnels de santé de mesurer la valeur ajoutée de ces nouvelles e-solutions par rapport à l'organisation classique des systèmes de santé, la valeur ajoutée n'est pas toujours évidente. Et donc on a de la littérature qui dit que oui, ça apporte une valeur ajoutée en termes de bénéfices pour le patient et pour le professionnel de santé, mais d'autres disent c'est pas évident. C'est pas évident. Donc là, vous explorez un nouveau domaine qui est donc les services d'urgence. Si vous prenez par exemple tout ce qui est télémonitoring pour les maladies cardiaques, pour les COPD, les maladies pulmonaires, même pour le diabète, c'est pas encore évident que de prouver la valeur ajoutée clinique et la valeur ajoutée, je dirais, financière. Et au niveau européen, notre agenda à nous, c'est de faire en sorte que les systèmes de santé électronique soient interopérables. Donc l'objectif, c'est pas de créer des normes et des systèmes qui soient uniquement basés sur les normes, mais que les systèmes puissent parler l'un à l'autre. Et ça, pourquoi? Parce que comme vous l'avez souligné, les patients bougent de plus en plus en Europe et dans le monde, c'est clair. Pour l'instant, je dirais que les chiffres sont assez limités, puisque les mouvements de patients sont environ 1% des dépenses de santé.
Cela dit, sur les régions transfrontalières, c'est bien plus élevé. Bon. Donc, les mouvements de patients vont croissant. Et ils vont croissant aussi parce qu'il y a certains États qui développent des expertises sur des domaines médicaux, et donc ils invitent les patients à aller chercher donc, une expertise de santé dans d'autres États membres. Ça veut dire quoi? C'est que si un patient français va chercher une expertise en Belgique, un traitement en Belgique, il faut qu'effectivement le médecin en Belgique puisse avoir accès à ce dossier. Donc là, on ne parle plus d'emergency, enfin d'urgence, mais aussi des dossiers médicaux personnels. Mais il faut aussi que le patient, quand il rentre à domicile, il faut qu'il y ait un suivi du traitement. Et il faut par exemple aussi que la prescription qui est faite dans l'état membre de traitement soit aussi reconnue dans l'état membre d'origine du patient. Donc on a un certain nombre de questions d'interopérabilité qui sont très importantes. Et ça, en ce moment, c'est le challenge de la Commission européenne de dire aux États membres, c'est bien de vouloir travailler sur l'interopérabilité, mais maintenant il faut traduire ça dans des politiques effectives. D'accord ? Je ne vais pas être trop long. Ce que je voulais dire, une initiative très importante en ce moment au niveau européen, c'est la révision du cadre réglementaire de la protection des données. Donc, il y a un projet de proposition de règlement, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui, depuis le mois de janvier, qui est maintenant en discussion au Parlement européen et au Conseil des ministres, qui vise à justement... Alors, c'est un texte qui est assez générique, donc qui couvre toutes les questions de protection des données, mais il y a un volet spécifique santé. Et ça, c'est important parce que, quels sont les objectifs de la Commission? C'est qu'effectivement, la protection des droits fondamentaux du patient à la protection des données, mais aussi d'un point de vue pour la Commission européenne, c'est important aussi que ces données puissent être réutilisables. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de consolider des données au niveau européen pour promouvoir la recherche et aussi pour promouvoir, en cas d'épidémie, le contrôle de maladies communicables en transmission. Donc, l'objectif de la Commission européenne, c'est qu'on va protéger les données, mais aussi on va essayer de favoriser la réutilisation des données. Donc, soit à des fins d'urgence, soit à des fins de santé publique, y compris l'urgence, mais aussi à des fins de recherche. Et là, je voulais juste partager avec vous un certain nombre de questions qui sont en train de discuter. Les données cryptées sont considérées dans certains États membres comme des données personnelles. Donc, c'est pas parce qu'on crypte des données qu'elles sont anonymes. Il ne faut pas confondre données anonymes et dossiers cryptés. Donc, dossier crypté, ça veut pouvoir dire que quelqu'un a la code pour pouvoir relier des données à une personne d'origine. Donc, attention, je ne sais pas si je parlerai dans le détail, mais ça, c'est en discussion, et dans certains pays, c'est clair que les données cryptées sont aussi des données communicables, parce que quelqu'un a la clé pour retracer la personne d'origine. Donc il faut faire attention avec ces questions, et c'est très compliqué, et on n'est pas au bout de nos peines pour, au niveau du Conseil des ministres, pour arriver à une solution au niveau européen. Mais moi, on y travaille. Donc ça, c'est important, la révision du dossier, la révision des questions de protection des données. La deuxième chose qu'on fait au niveau européen, c'est de travailler sur, alors là, la traduction, patient empowerment, donc la mise en confiance des patients pour qu'ils puissent utiliser ces données. Donc ça, on a un certain nombre d'initiatives. Et aussi, on essaye, sur la période 2014-2020, on essaye que les États membres utilisent les fonds de la politique européenne pour financer un certain nombre de projets d'initiatives en vue de promouvoir, de former soit les associations de patients, soit les associations de professionnels de santé à l'utilisation de ces données, de ces outils électroniques. Souvent, c'est la première fois que je dois parler de ce sujet-là clé au niveau de la Commission européenne en français. Et donc mon speech était en anglais, donc je vais faire une traduction simultanée anglais-français. Bon, d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation. C'est clair que vous avez contacté le commissaire européen à la santé, qui m'a donc chargé de le représenter aujourd'hui. C'est une priorité, donc, cet agenda de la e-médecine, ou e-health en anglais. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, je ne me prononcerai pas sur Urgental en particulier, ce n'est pas l'objectif de mon intervention. Mais c'est clair que je suis impressionné par votre enthousiasme. Et après votre intervention, je dirais que j'ai
toujours un certain nombre de questions sur Urgental. Donc pourquoi est-ce que l'agenda de la télémédecine est important? D'abord parce qu'au niveau européen, c'est clair que le déploiement de solutions de télémédecine va aider les systèmes de santé à se restructurer avec, je dirais, plusieurs objectifs. D'abord, la satisfaction des patients, que ce soit une satisfaction pour les besoins d'urgence, mais aussi, effectivement, pour réorganiser les systèmes de santé en vue de faire des économies. On ne peut pas y échapper. Donc, effectivement, Urgental a une dimension clairement centrée sur l'intérêt des patients et des secours, mais aussi pour bénéficier au système de santé en général. En même temps, c'est clair, quand vous parlez un petit peu des difficultés et des challenges que vous soulevez, ce sont des challenges qui sont communs à toutes les solutions de télémédecine qui sont proposées actuellement. Et c'est un peu le rôle de l'Europe de s'occuper de ces challenges et de voir comment on peut y répondre, soit au niveau national, soit au niveau européen. Donc, quels sont ces challenges? Je dirais, le premier, c'est d'abord le manque d'acceptation des services en ligne, que ce soit par les patients, et je dirais probablement encore plus par les professionnels de santé. Pourquoi? D'abord pour des raisons de sécurité des patients. Donc, c'est vrai que vous dites que le système est 100% sécurisé. Je crois que personne à Bruxelles pourra dire un système est 100% sécurisé. Toutes les semaines, vous avez des scandales de données non fuitées. Que ce soit dans le domaine de la médecine, mais aussi dans le domaine bancaire, les récents scandales avec Apple, avec Sony, etc. Donc, il faut rassurer les patients, dire effectivement tous les systèmes de e-santé doivent être sécurisés, mais le risque zéro n'existe pas. Et ça, c'est le vrai challenge d'acceptation par les patients et les professionnels de santé. La deuxième résistance, c'est la résistance au changement. C'est vrai que pour les patients et pour les professionnels de santé, accepter maintenant d'utiliser des outils techniques en complément ou au détriment de la relation directe professionnelle de santé-patient, c'est un vrai challenge. La troisième barrière, je dirais, c'est le manque d'évidence, le manque de données sur la valeur ajoutée apportée par ces services. Il y a de plus en plus de littérature, il y a de plus en plus de recherches pour mesurer l'efficacité des données de télémonitoring, téléassistance, etc. Mais quand vous demandez à des chercheurs ou à des professionnels de santé de mesurer la valeur ajoutée de ces nouvelles e-solutions par rapport à l'organisation classique des systèmes de santé, la valeur ajoutée n'est pas toujours évidente. Et donc on a de la littérature qui dit que oui, ça apporte une valeur ajoutée en termes de bénéfices pour le patient et pour les professionnels de santé, mais d'autres disent c'est pas évident. C'est pas évident. Donc là, vous explorez un nouveau domaine qui est donc les services d'urgence. Si vous prenez par exemple tout ce qui est télémonitoring pour les maladies cardiaques, pour les COPD, les maladies pulmonaires, même pour le diabète, c'est pas encore évident que de prouver la valeur ajoutée clinique et la valeur ajoutée, je dirais, financière. Et au niveau européen, notre agenda à nous, c'est de faire en sorte que les systèmes de santé électronique soient interopérables. Donc l'objectif, c'est pas de créer des normes et des systèmes qui soient uniquement basés sur les normes, mais que les systèmes puissent parler l'un à l'autre. Et ça, pourquoi? Parce que comme vous l'avez souligné, les patients bougent de plus en plus en Europe et dans le monde, c'est clair. Pour l'instant, je dirais que les chiffres sont assez limités, puisque les mouvements de patients sont environ 1% des dépenses de santé. Cela dit, sur les régions transfrontalières, c'est bien plus élevé. Bon. Donc, les mouvements de patients vont croissant. Et ils vont croissant aussi parce qu'il y a certains États qui développent des expertises sur des domaines médicaux et donc qui invitent les patients à aller chercher donc, une expertise de santé dans d'autres États membres. Ça veut dire quoi? C'est que si un patient français va chercher une expertise en Belgique, un traitement en Belgique, il faut que effectivement le médecin en Belgique puisse avoir accès à ce dossier. Donc là, on ne parle plus d'emergency, enfin d'urgence, mais aussi de dossier médical personnel. Mais il faut aussi que le patient, quand il rentre à domicile, il faut qu'il y ait un suivi du traitement
Et il faut par exemple aussi que la prescription qui est faite dans l'État membre de traitement soit aussi reconnue dans l'État membre d'origine. Donc on a un certain nombre de questions d'interopérabilité qui sont très importantes. Et ça, en ce moment, c'est le challenge de la Commission européenne de dire aux États membres, c'est bien de vouloir travailler sur l'interopérabilité, maintenant il faut traduire ça dans des politiques effectives. Je ne vais pas être trop long. Ce que je voulais dire, une initiative très importante en ce moment au niveau européen, c'est la révision du cadre réglementaire de la protection des données. Donc, il y a un projet de proposition de règlement, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui, depuis le mois de janvier, qui est maintenant en discussion au Parlement européen et au Conseil des ministres, qui vise à justement... Alors, c'est un texte qui est assez générique, donc qui couvre toutes les questions de protection des données, mais il y a un volet spécifique santé. Et ça, c'est important parce que, quels sont les objectifs de la Commission? C'est qu'effectivement, la protection des droits fondamentaux du patient à la protection des données, mais aussi d'un point de vue pour la Commission européenne, c'est important aussi que ces données puissent être réutilisables. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de consolider des données au niveau européen pour promouvoir la recherche et aussi pour promouvoir, en cas d'épidémie, le contrôle de maladies communicables en transmission. Donc, l'objectif de la Commission européenne, c'est qu'on va protéger les données, mais aussi on va essayer de favoriser la réutilisation des données. Donc, soit à des fins d'urgence, soit à des fins de santé publique, y compris l'urgence, mais aussi à des fins de recherche. Et là, je voulais juste partager avec vous un certain nombre de questions qui sont en train de discuter. Les données cryptées sont considérées dans certains États membres comme des données personnelles. Donc, c'est pas parce qu'on crypte des données qu'elles sont anonymes. Il ne faut pas confondre données anonymes et dossiers cryptés. Donc, dossier crypté, ça veut pouvoir dire que quelqu'un a la code pour pouvoir relier des données à une personne d'origine. Donc, attention, je ne sais pas si je parlerai en détail, mais ça, c'est en discussion. Et dans certains pays, c'est clair que les données cryptées sont aussi des données communicables, parce que quelqu'un a la clé pour retracer la personne d'origine. Donc il faut faire attention avec ces questions, et c'est très compliqué, et on n'est pas au bout de nos peines pour, au niveau du Conseil des ministres, pour arriver à une solution au niveau européen. Mais moi, on y travaille. Donc ça, c'est important, la révision du dossier, la révision des questions de protection des données. La deuxième chose qu'on fait au niveau européen, c'est de travailler sur, alors là, je sais la traduction, patient empowerment, donc la mise en confiance des patients pour qu'ils puissent utiliser ces données. Donc ça, on a un certain nombre d'initiatives. Et aussi, on essaye, sur la période 2014-2020, on essaye que les États membres utilisent les fonds de la politique européenne pour financer un certain nombre de projets et d'initiatives en vue de promouvoir, de former soit les associations de patients, soit les associations de professionnels de santé à l'utilisation de ces données, de ces outils électroniques.